bienvenue pour ce nouveau film critique. Alors aujourd'hui, on va parler du film Les Évadés. La version de 94. Les Évadés en français, en VO de Shawshank Redemption, en québécois c'est À l'ombre de Shawshank, est en fait un film américain créé par Frank Darabont qui sortira, comme je dit, en 94. Le film va s'inspirer du novella Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank du écrivain Stephen King, qui est en fait sorti, qui est donc dans le recueil différentes saisons. Le film et le bouquin raconteront donc l'histoire d'Andy Dufresne, joué par Tim Robbins, un homme actuellement condamné pour le meurtre de sa femme et de l'amant de celle-ci. Il est condamné à 2 perpétuités, une perpétuité par personne qu'il a froidement assassiné, et c'est donc à Shawshank qu'il va être placé. Là-bas, il aura diverses épreuves et se liera d'amitié avec un prisonnier afro-américain que tout le monde surnomme Red, qui est joué par Morgan Freeman. Ça, c'est pour le petit contexte. Il faut savoir aussi un truc, c'est que ce film, à sa sortie à l'époque, a été un bide. Mais c'est par la suite qu'il a acquis le statut de film culte. D'ailleurs, maintenant il figure notamment dans la liste des 100 meilleurs films de l'American Film Institute. Et même est dans le classement des meilleurs films d'Internet Movie Bad Days. C'est en fait en 2015 que le changement va se passer, qu'en fait le National Film Preservation Board à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, est en raison des intérêts culturels, historiques ou même esthétiques importants du film. Que voilà, nous sommes en 1947, comme j'ai dit, Andy Dufresne, un banquier américain, d'être jugé coupable du meurtre de son épouse et de l'homme avec qui celle-ci le trompait. Pour ce double meurtre, bien qu'il ait clamé son innocence depuis le début, Dufresne sera donc condamné à 2 peines de prison à vie dans le pénitencier fédéral de Shawshank, l'État du Maine. Une peine de prison à vie par meurtre. Et il va être donc accueilli par le directeur de la prison, Samuel Norton. Et Norton est épaulé par un gardien-chef brutal et sans pitié du nom du capitaine Byron Hadley, qui s'amuse littéralement à recourir à la violence sans limite jusqu'à la mort des détenus si nécessaire, faire régner une discipline de fer. Au début du film, Norton dira bien ici, vous pouvez mettre votre vie entre deux choses, entre mes mains et les mains de Dieu, parce qu'ici,
votre cul m'appartient, c'est littéralement, ici c'est moi qui fais la loi, et comme je crois en Dieu, il n'y a que Dieu au-dessus de moi, et tout est bon pour vous casser la tronche. Au début, Andy est peu communicatif, et suite à des événements lors de leur première nuit, de sa première nuit à l'arrivée à la prison de Shawshank, il va petit à petit se lier à un détenu, comme j'ai dit, noir, Ellis Redding, surnommé Red. Tout le film et toute la petite bande de prisonniers va graviter autour de ce dernier. D'ailleurs, Ellis Redding, donc Red, est ce qu'on peut nommer sans aucun problème un homme à dégoter les choses. C'est un intermédiaire faisant en fait passer en fraude des marchandises en prenant de l'extérieur dans la prison en contrepartie d'un petit pourcentage. Et ce qui va faire qu'en fait Andy, grand amateur de géologie, en tout cas avant sa condamnation, on lui demande un jour de lui procurer un petit marteau taille-pierre pour tailler quelques petits trucs. Au début, Red va dire c'est pour un meurtre, pour t'évader, et Andy va rigoler. Red va dire pourquoi tu rigoles, et Andy va lui dire tout simplement quand tu verras l'outil, tu vas comprendre pourquoi il rigole. Et effectivement, quand Red voit l'outil, c'est un petit marteau mais minuscule. Et effectivement, Red rigole parce que il voit, il comprend très vite que c'est trop petit. Donc, comme je dis, Andy va commander un marteau taille-pierre pour faire en fait faire des pièces d'échecs. Un jeu qu'Andy a toujours apprécié. Plus tard, il demandera aussi une grande affiche de Rita Hayworth, une affiche donnée une actrice en fait. Il faut savoir que Rita Hayworth, en fait, c'était une actrice qui datait d'avant Marilyn Monroe. Après, ça suivi par Raquel Welch. Ça, c'est selon les goûts et les époques. Cependant, Dufresne a un problème parce qu'il y a des individus moins mythos que Red et la petite bande. Parce qu'il faut savoir que Dufresne va travailler à laver comme la plupart des prisonniers. Il est très souvent persécuté par certains de ses co-détenus, surnommés les Trois Sœurs, qui aiment tremper le biscuit dans tous les prisonniers, pour rester poli. Anis va se défendre avec acharnement. Parfois il aura le dessus où il arrivera à faire quelques vœux, parfois il finira à l'infirmerie. Donc ça passe d'un truc à l'autre. Alors qu'en 1949, un jour alors qu'il devait recouvrir le toit du bâtiment de la prison dans un travail collectif, Dufresne a proposé d'une manière un peu surprenante son aide en matière de fiscalité au chef Hadley, donc le gardien-chef Hadley, donc la brute épaisse. Il a failli être crevé parce qu'Adley a fait une balancée du toit et il dira d'ailleurs, Adlai dira, poussez-vous, il va y avoir un accident, en le tenant au bord. Mandy ne va pas lâcher l'affaire, l'expliquant tout en détail, expliquant justement, malgré qu'il ait été condamné, il peut l'aider parce que si Adlai doit payer un homme de l'extérieur, ça lui coûterait de l'argent, alors que lui peut faire ça gratuitement. Et c'est là qu'une petite relation d'affaires va se faire entre Andy et les gardiens. En gros, il chargera de tout ce qui est fiscal, déclaration d'impôts pour beaucoup des gardiens, mais également pour le directeur de prison. Car oui, en fait, bon, il faut savoir déjà qu'après, pour que le gardien-chef accepte, il lui demande comme paiement, donc il demande au paiement que quelques bières pour lui et pour ses compagnons de travail, comme il dit. Je vais barrer, mais ils ont chacun donc droit à une bière pendant qu'il faisait le travail du toit. Et mais le chef de la prison, lui, donc le taré religieux, vous savez ce que c'est vraiment ça, Daniel Norton, va charger Andy de blanchir de l'argent de ses revenus illégaux issus de pots de vin, liés à des marchés passés avec des communautés dans l'exploitation des détenus ou des travaux en dehors de la prison qui ne sont pas légaux. Enfin, il a employé les prisonniers pour faire de l'argent au black. Donc, Andy va créer
un faux nom et un faux document. Donc il y aura une personne qui va exister, mais que sur le papier en tant qu'acte de naissance, qui va le conduire et que de sécu social. Personne, on n'aura jamais vu son visage. Rappelez-vous cette information. Du temps à la suite d'une énième attaque des trois sœurs qui entraîne une violente bastonnade d'Andy, ça va l'envoyer à l'infirmerie pendant un mois. Le gardien-chef Hadley, qui en fait maintenant aide pas mal Andy parce que il a les intérêts et le directeur aussi, va infliger une correction impitoyable aux agresseurs. Donc une des trois sœurs, nommée Bugs, va devenir paraplégique à vie. Ce qui va faire que les agressions sur Andy Dufresne vont s'arrêter. Nos détenus sachant désormais qu'il est intouchable. Au bout des années, il faut savoir aussi que beaucoup de lettres envoyées au Sénat de Maine, une lettre par semaine au début, puis après premier succès, 2 lettres par semaine, Dufresne va enfin pouvoir obtenir une petite dotation financière pour qu'il ait en temps un stock de livres, des revues, des disques pour garnir la miteuse bibliothèque de la prison. Bien sûr, il va être muté de la laverie dès l'endroit alors qu'il a commencé à aller au tout début pour les déclarations, etc. Il utilisera alors la bibliothèque et les annexes pour ses différentes activités de conseil et la fiscalité. D'où d'ailleurs, pour avoir un peu d'aide, il va embaucher toute la bande, donc Red et tous les autres détenus avec qui il est assez proche, afin qu'il aide à organiser toutes les déclarations et toutes les demandes. Mais aussi, la bibliothèque va devenir un lieu de détente, de découverte culturelle pour les détenus. C'est comme ça en fait qu'Andy va aider les prisonniers qui souhaitent reprendre leur étude et va prendre le temps de les aider pour certains qui voudraient repasser des examens. C'est alors en 1965 qu'un jeune loupard genre un peu racaille mais besoin de cuir va arriver. De Tommy Williams, que Red va surnommer Monsieur Rock'n'Roll parce qu'il a vraiment la coupe à la Elvis. À table, Tommy l'explique un peu de pourquoi il était accusé et Andy va le prendre sur elle, mais à un moment il y a une scène qui est juste épique. J'adore parce que t'as Tommy qui essaie de le vanner et t'as Andy Dufresne, mais on est tous innocents ici. Comme ça, c'est en mode wow, le mec il est à son aise. C'était juste épique. Dufresne va avoir la confirmation qu'il n'est pas responsable de la mort de sa femme et de son amant. Car en fait, lors d'un précédent séjour en prison, Tommy va côtoyer le véritable meurtrier nommé Elmo Blatch qui, avec arrogance, va raconter toute l'histoire. On y va demander alors l'aide du directeur de la prison, où il y a une chance unique pour pouvoir rejuger son affaire. Bien sûr, le directeur de prison va refuser parce qu'il va en perdre beaucoup trop. Parce que voilà, Norton a besoin de lui pour s'occuper de ses affaires louches, mais surtout, il craint que les fraudes soient révélées au grand jour si Andy était libéré. Dufresne, alors interloqué, va demander pourquoi s'il est si obtus qu'il essaie de le rassurer sur son silence. Mais ça va enrager et effrayer Norton, qui va le mettre directement à l'isolement strict durant 1 mois, ce qui est très dur. Pendant ce temps, en fait, Norton va interroger Tom Williams, donc sur Rock'n'Roll, pour le confronter pour son témoignage et sa volonté d'aider Dufresne à dévoiler la vérité. Norton va en fait complètement faire éliminer Tommy par le capitaine Hadley, en maquillant ce meurtre en fait par une tentative d'évasion. Quand Norton le lendemain va rendre visite à Dufresne dans son isolement, il raconte à mots couverts ce qui s'est passé, va en fait le menacer en même temps de lui retirer sa protection et de détruire la bibliothèque qu'il a aidé à rénover. Si Andy cherchait par quelque moyen que ce soit de continuer ses chimères et de lui donner de chef un mois de plus d'isolement total, histoire de bien lui faire réfléchir. Donc, pauvre Andy a tapé 2 mois d'isolement total, a appris que le petit qui voulait aider au maximum
a été tué, que c'était le seul témoin viable pour revoir son procès, donc tout ce qu'il avait espéré venait de s'écrouler. Donc après ces mois, on trouve un Dufresne brisé, reprenant une vie de routine de prison, dominée par un Norton et ses menaces. Andy va donc parler à Red d'une ville au Mexique nommée Zia Tadio, ainsi qu'une cache à proximité d'une ville du Maine, Bruxton, que Red devrait trouver quand il sera libéré. Plus tard, en 1966, Red deviendra très inquiet au sujet du moral d'Andy. Plus testante que jamais, il aura très peur que celui-ci ne fasse une connerie et ne se tue. Un des amis, de la bande, va apprendre à Red que celui-ci est venu le matin même dans la réserve à demander une longueur de corde. Ne pouvant le parler que la journée, parce que les nuits ils sont tout seuls dans leur cellule, c'est une personne par cellule, le pauvre Red ne dormira pas, inquiet pour ce qui pourrait se passer durant la nuit. Le lendemain, lors de l'appel, Andy ne se montre pas. À ce moment-là, je crois que comme Red, on a cette peur qu'effectivement on trouve un Andy pendu. Mais quand les gardiens viennent pour voir où il traîne, la cellule de Dufresne est vide. Andy Dufresne a tout simplement disparu. Norton, totalement hystérique, va complètement fouiller, renverser, s'énerver, carrément pète en câble en croyant que tout ça est une conspiration. Enfin, voilà ce que dira Norton. Pour toute opération, tout le monde va s'énerver contre le poster qui n'est qu'un poster. Il va lancer un caillou et ça va traverser. Et en fait, Norton va remarquer que le mur masque l'entrée d'un tunnel qu'Andy avait minutieusement creusé pendant ses 19 années d'incarcération à l'aide du petit marteau de taille-pierre fourni par Red. Norton voit aussi également que Dufresne, pour s'échapper au fond des cellules réellement organisées, cachait son marteau de taille-pierre à l'intérieur de la Bible dont chaque prisonnier a un exemplaire. Le tunnel mènera donc au conduit d'évacuation des eaux usées qui débouche à l'extérieur des murs de la prison, d'une rivière, dans laquelle Dufresne a profité de la nuit où avait éclaté un orage pour s'introduire dans le conduit rampant dans la fange sur 500 mètres, 5 terrains de football. Avant de déboucher dans la rivière où se versait le conduit souillé, mais souillé par ce voyage immonde, mais lavé d'une certaine façon. Parce que là, son évasion réussie, Andy Dufresne va complètement disparaître. Et c'est là où ça va devenir du génie. Parce que Andy Dufresne va disparaître et va devenir le personnage fictif qui n'était que sur un papier, du nom de Randall Stevens. La personne qui avait été créée pour le blanchiment d'argent de Norton. Donc, Randall va passer de banque en banque, récupérant jusqu'à 370 000 $, qui abonne en fait à Norton, et va aussi dénoncer la corruption de ce dernier en envoyant un courrier à charge à un journal local. Par la suite, la police va se rendre au pénitencier pour arrêter Kevin Hadley pour agression et meurtre, Samuel Norton pour vol d'argent, blanchiment d'argent, tentative de meurtre et d'autres accusations aussi graves. Alors que le capitaine Hadley va se faire arrêter et ce que raconte Red, celui-ci aura pleuré comme une petite fille. Et là, Samuel Norton, lui, décide de ne pas se faire arrêter et va se tirer une balle dans la tête. Pendant ce temps, Dufresne, lui, va disparaître, passant la frontière américo-mexicaine à Fort Hancock, au Texas. D'ailleurs, comment on le sait, c'est qu'en fait, juste après l'arrestation, dans les jours qui suivent, en fait, Red recevra une carte postale vierge de toute inscription, mais il y aura juste une image Fort Hancock. Quelques jours plus tard, profitant d'une libération sur parole,
qui n'espérait plus obtenir après avoir purgé plus de 40 années de détention, Red sera enfin libéré. Se rendant alors à Buxton où il trouvera la cache dont Andy lui avait parlé, une pierre volcanique dans un endroit où il n'en a jamais, comme un endroit spécifique, car Dufresne lui avait promis de trouver l'endroit. Donc Red va trouver l'endroit, va trouver une enveloppe où il y aura de l'argent et un message de Dufresne lui demandant de le rejoindre. Red va dire, bon, la conditionnelle c'est bien marrant, mais je travaille dans un truc où je suis exploité comme un tolard, je me taille. La scène finale du film montrera l'apparition de Red marchant sur la longue plage de Guantanamo, donc au Mexique, alors qu'on Dundee, occupé à poncer un navire sur le rivage et qui, le reconnaissant, le rejoint et lui donnerait une accolade. Ce film américain, faut le dire, je crois que c'est une des premières fois que je fais un drame carcéral et que je me suis dit, la première fois que je fais un drame carcéral, comme tu dis, oui, ce film-là, je veux le faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je le fais. Parce que du début à la fin, on voit au début les Dufresne bourré, mais genre bourré comme un coin, on le voit en déprime parce que il est dans une voiture, un flingue à main, une bouteille de bourbon dans l'autre. On dit c'est lui, toutes les preuves sont contre lui, puis après on apprend que c'est pas vraiment lui, qu'en fait sa version peut se tenir, mais qu'à l'époque il n'y a pas encore les recherches d'ADN sont à peine à leur début, rien ne correspond. Enfin, tout est trop fortuit. On préfère le condamner. La disparition d'Andy Dufresne qui devient une autre personne, qui récupère l'argent qui lui est dû parce que c'est à son nom, mais qui en fait vient de blanchiment d'un salopard. Et pendant tout le film, on est là, waouh, c'est un foutu film, il est magnifique du début à la fin. On voit aussi bien. Je comprends en fait l'avis des gens qui ont fait que ce film a été nommé pour ces trucs historiques et compagnie. C'est une époque qui était comme ça. Si on n'avait pas cette preuve, on se prenait pas la tête, on te condamnait, c'était fini. Et c'est ça qui a fait que ce film est très vite devenu connu. C'est ça, effectivement, truc historique, on est vraiment dedans. On est à un point, on est dans les trucs. Génial. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vous le conseille honnêtement. Il y a des scènes, vous allez dire, wow. La première nuit, quand Andy Dufresne arrive à Shawshank, ils ont un jeu bien particulier. C'est de parier sur qui va craquer dans les nouveaux, qui va craquer la première nuit. La scène est juste. Elle est terrible parce qu'on voit vraiment les dollars qui sont là depuis des années, qui parient sur ce qu'ils peuvent pour s'occuper. On voit la peur des nouveaux qui arrivent. On voit les gardiens qui sont des salopards finis. Je ne vous spoilerai pas pourquoi, mais allez voir le film, vous allez très vite comprendre. Et aussi que les prisonniers, mine de rien, c'est pas qu'ils peuvent être méchants, c'est qu'ils doivent survivre avec ce qu'ils ont. Honnêtement, ce film mérite un bon 19. Un bon 19, 19,5. Oui, c'est très haut, c'est pas un 20, mais c'est dire 19,5. Mais il est. Wow. Juste qu'effectivement, pourquoi il n'est pas à 20, c'est qu'il y a effectivement des moments où j'étais en mode. Oh. C'est. Je me suis dit, il y a des moments où je sais pas comment je pourrais présenter le truc. Je me dis, ouf, c'est peut-être trop pour présenter. Bon, sur ce, à la fin de ce film, je vous dis à très bientôt pour un prochain. Ciao!